Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h. Nous sommes le lundi 29 février 2016, à la une de l'actualité ce soir. Le chef de la diplomatie russe à Alger, en visite de travail, Sergei Lavrov relève l'importance de sa présence dans notre pays. Il déclare « Nous aurons beaucoup de dossiers à traiter ». L'Agence internationale de l'énergie atomique se dit prête à assister l'Algérie dans l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ainsi, le gendarme atomique donne son feu vert à la naissance d'une industrie nucléaire civile algérienne. Le rythme d'inflation annuelle est stable. Il est estimé à 4,8% en janvier. Les chiffres rendus publics par l'Office national des statistiques, l'ONS, le prouvent. Et enfin, international, la visite de Ban Ki-moon dans la région suscite beaucoup d'espoir chez les Sahraouis qui espèrent que cette dernière puisse amener le Maroc à respecter les décisions de l'ONU. Voilà donc pour les titres, mais d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu un message de la part de son homologue chinois Xi Jinping qui a salué sa contribution historique dans le développement des relations bilatérales en tant que grand ami du peuple chinois, lui exprimant ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux. Le président chinois a également exprimé son attachement à l'amitié historique entre les deux pays et sa disposition à œuvrer toujours pour porter le partenariat stratégique global à de nouveaux paliers. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est arrivé donc ce lundi à Alger pour une visite de travail à l'invitation de son homologue Ramtan Lamamra, qu'il a accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene. Une visite qui revêt un cachet particulier dans un contexte marqué par la crise en Libye et la guerre en Syrie. Sujet de Abdelhak Bouatoura. Le partenariat stratégique qui lie l'Algérie à la Russie en vertu de la déclaration signée en avril 2001 par les chefs d'État des deux pays fera l'objet d'un examen approfondi par les deux ministres lors de cette visite. Il sera également question de l'évaluation de la coopération bilatérale dans les domaines économiques, techniques, scientifiques et culturels à la lumière de la tenue à Moscou en juillet 2015 de la 7e session de la commission mixte algéro-russe. Les deux parties se pencheront notamment sur les questions de l'actualité régionale et internationale dans la situation en Libye et en Syrie, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'évolution du marché pétrolier international. Enfin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a évoqué par voie de presse la possibilité de construire une station électro-atomique en Algérie. En effet, le chef de la diplomatie russe a mis l'accent lors d'un entretien accordé à un quotidien français sur les relations bilatérales, notamment dans le domaine énergétique, d'autant plus que l'Algérie occupe l'une des premières places parmi les partenaires de la Russie en Afrique. Cette visite de travail de Lavrov à Alger s'avère donc cruciale et surtout un important jalon dans l'histoire de la coopération algéro-russe. L'Agence internationale de l'énergie atomique assistera l'Algérie dans tous les domaines d'activité nucléaire à des fins pacifiques. C'est le directeur même de cette agence qui a exprimé sa disponibilité à assister l'Algérie dans ce domaine, relevant la bonne coopération existante entre l'Algérie et cette agence. C'était lors d'un entretien ce matin à Alger avec le ministre de l'Énergie, Salah Khabri. Plus de 296 000 fonctionnaires de l'éducation ont bénéficié d'une promotion et du règlement de leurs arriérés avec effet rétroactif dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction interministérielle du 12 octobre 2015. La ministre du secteur, Nouria Benrabarit, a confirmé cette information lors d'une rencontre d'évaluation avec ses partenaires sociaux. Plus de détails avec Abdelhak Bouatoura. Lors d'une rencontre d'évaluation qui s'est déroulée en présence de partenaires sociaux, syndicats et associations de parents d'élèves consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de cette instruction, la ministre a indiqué que son département a pris en charge les préoccupations de 45% des fonctionnaires du secteur, soit 296 868 travailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction du 12 octobre 2015 à travers la promotion et le règlement d'arriérés avec effet rétroactif. L'instruction prévoit aussi la même promotion pour les enseignants dont la formation sera achevée en 2016, le versement par tranche des arriérés aux enseignants réintégrés du 3 juin 2012 au 30 novembre 2014, la première tranche ayant été versée avant le 31 décembre 2015.
Par ailleurs, la situation du personnel des corps particuliers de l'éducation nationale, promu entre 2008 et 2012, a été régularisée en les classant au poste nouvellement institué. Enfin, la ministre de l'Éducation, Mme Nouria Ben Gabrit, a tenu à annoncer que la Direction générale de la fonction publique ne s'oppose pas aux propositions de son ministère relatives au nombre de postes et aux nouvelles spécialités à inclure dans le concours de recrutement des enseignants. Le rythme d'inflation annuelle est stable, du moins pour ce début de l'année 2016, selon les chiffres rendus publics par l'Office national des statistiques. Ainsi, le taux d'inflation est estimé à 4,8% pour le mois de janvier passé. Voici à présent une lecture à travers les chiffres donnés par cet institut de sondage. Le rythme d'inflation annuelle est estimé à 4,8% en janvier 2016, soit le même taux enregistré en décembre dernier, contre 2,9% en décembre 2014, d'après l'Office national des statistiques. Le rythme d'inflation annuel représente le taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation. Et pour cette étude, c'est la période allant de février 2015 à janvier 2016, par rapport à celle allant de février 2014 à janvier 2015, qui est mise en exergue. Quant à la variation des prix à la consommation, elle a atteint 5,04%. L'indice brut des prix à la consommation a progressé pour sa part de 0,76%, soit une évolution mensuelle plus élevée que celle observée en janvier 2015 par rapport à décembre 2014, soit plus 0,1%. Par catégorie de produits, l'indice brut des prix à la consommation des produits agricoles frais a reculé de 1,5%. Cet indice a augmenté de 9,8% pour les fruits et de 5,4% pour les poissons, alors qu'il a marqué une baisse de 16,3% pour la viande de poulet et de 1,5% pour les légumes. Et puis, bonne nouvelle pour nos jeunes, 60 000 nouveaux projets seront financés durant l'année 2016 par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ANSEJ, des projets pour lesquels les crédits ont déjà été libérés. 292 milliards de dinars ont été mobilisés à ce jour par l'État pour accompagner ce dispositif. Abdelhak Bouatoura nous détaille le sujet. S'exprimant ce lundi matin sur les ondes de la radio algérienne, le directeur général de l'ANSEJ, Mourad Zemali, chiffre à 26 676 le nombre de projets de micro-entreprises à avoir été financés en 2015 par l'entremise de ce dispositif contre 40 800 en 2014. Il justifie cet écart par l'orientation des jeunes créateurs d'entreprises vers des créneaux plus porteurs de richesses tels que l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et les technologies de l'information et de la communication. 6 862 financements détaille-t-il ont été accordés au seul secteur de l'agriculture et 4 913 à celui de l'industrie. Il affirme d'autre part que l'ANSEJ enregistre une moyenne de 91 projets de création d'entreprises par jour financés dans l'ensemble au bénéfice d'investisseurs ayant moins de 35 ans d'âge. Parmi ces derniers, précise-t-il, 51% sont les produits de la formation professionnelle. Parmi les candidats à l'entrepreneuriat, les femmes constituent seulement 11% des effectifs en raison, avance l'intervenant, de leur crainte à prendre des risques. Celui-ci considère par ailleurs que le taux de mortalité des entreprises créées avec le soutien de l'ANSEJ et qu'il se situe à 10% environ, n'est pas très important en soi comparé aux normes internationales qui se situent entre 20 et 30%. M. Zemali annonce en outre que les jeunes désireux de s'investir dans la création de leur propre entreprise n'auront désormais plus qu'un seul document pour s'inscrire, ajoutant que les délais d'obtention du feu vert ont été considérablement réduits entre 2 à 3 mois, assure-t-il. Alger abritera les 7 et 8 mars prochains la 5e Assemblée générale de la conférence de Kigali consacrée aux violences à l'égard des femmes et des filles. Organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale, elle regroupera les chefs de la police africaine, mais aussi de nombreuses personnalités internationales, dont le secrétaire général de l'ONU, les responsables de l'OMS, de l'ONU Femmes, ainsi que de nombreuses ONG engagées dans la défense des droits des femmes. Dans l'actualité internationale, la visite de Ban Ki-moon au Sahara occidental suscite beaucoup d'espoir côté sahraoui. Le Premier ministre sahraoui Abdelkader Taleb Omar a émis le vœu que cette visite
puisse amener le Maroc à respecter les décisions de l'organisation onusienne en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le point avec Abdelhak Bouatoura. Le Premier ministre sahraoui, M. Taleb Omar, a souligné que le peuple sahraoui attend que le secrétaire général de l'ONU applique ce qui était prévu dans son rapport de 2014 et dans lequel il a souligné la nécessité de sortir avec des conclusions et de présenter de nouvelles options s'il n'y a aucune avancée en 2015. Il a indiqué que le Sahraoui aspire que la prochaine visite de Ban Ki-moon ouvre une nouvelle ère pour la politique et les positions de l'ONU vis-à-vis de la cause sahraoui pour que le bourreau et la victime ne soient plus sur le même pied d'égalité. Bien que Rabat refuse jusqu'à présent la visite de Ban Ki-moon au Maroc et aux territoires occupés, l'ONU a tenu à ce que son secrétaire général visite le 5 mars prochain les territoires libérés et les camps de réfugiés sahraouis après sa visite en Mauritanie et en Algérie, a-t-il dit. Il a en outre estimé que cette étape est marquée par le conflit opposant l'occupant marocain et l'Union européenne et la décision de Rabat de suspendre ses contacts avec l'Union européenne pour contester le verdict de la Cour européenne de justice, qui a annulé l'accord agricole liant les deux parties. Le Premier ministre sahraoui a par ailleurs affirmé qu'à travers les exhibitions militaires commémorant le 40e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui, les Sahraouis veulent montrer qu'ils ont une armée bien préparée, d'autant que la lutte armée est une éventualité qui n'est pas écartée et à laquelle on se prépare. Dans les brèves, en Syrie, la famine pourrait avoir fait des milliers de morts dans les zones assiégées selon l'ONU. En Somalie, au moins 30 morts à Baidoa dans un attentat revendiqué par les Shebab. Le Nigeria fait des économies en supprimant des fonctionnaires fantômes. Et enfin, Iran, 2 figures conservatrices battues lors des élections pour l'Assemblée des experts. C'est le monde de ce lundi, en brève. La privation forcée de nourriture pourrait avoir fait des milliers de morts dans les zones assiégées de Syrie, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein. Plus de 450 000 personnes sont actuellement prises au piège dans des villes et des villages de Syrie, et parfois depuis des années, a rappelé M. Zeid à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme à Genève. La nourriture, les médicaments et d'autres produits d'aide humanitaire d'urgence sont bloqués de façon répétée. Des milliers de personnes pourraient être mortes de faim. Au moins 30 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans un double attentat à la bombe dimanche après-midi à Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, revendiqué par les terroristes du groupe Shebab affilié à Al-Qaïda. Une voiture piégée a explosé devant un restaurant populaire d'un quartier fréquenté de la capitale régionale, situé à environ 200 km au nord-ouest de Mogadiscio. Puis un kamikaze s'est fait exploser au milieu des gens qui fuyaient la scène du premier attentat. Le ministère nigérian des Finances a supprimé quelques 20 000 fonctionnaires fantômes et réalisé ainsi plusieurs millions de dollars d'économies mensuelles, a annoncé le gouvernement dans le cadre de sa campagne contre la corruption. Ces salariés fantômes ne représentent qu'une partie du personnel non existant qui touche chaque mois des salaires dans la fonction publique. Ces mesures, qui font partie d'un vaste plan de lutte contre la corruption et les dysfonctionnements dans le secteur public, doivent contribuer à renforcer les ressources budgétaires de l'État, mises à mal par la baisse des cours du pétrole. 2 figures conservatrices religieuses iraniennes, l'ayatollah Mohammad Yazdi, l'actuel chef de l'Assemblée des experts, et l'ayatollah Mohammad Taghi Msbah Yazdi, ont été battus à l'élection de cette assemblée chargée de nommer le guide suprême, a annoncé la télévision d'État. En revanche, l'ayatollah Ahmad Jannati, le chef du puissant Conseil des gardiens de la Constitution, a été élu, mais n'arrive qu'en dernière position, les réformateurs ayant mené campagne pour éliminer ces 3 personnalités. Et puis un mot sur les Oscars pour terminer. Leonardo DiCaprio est enfin rentré dans la légende d'Hollywood en remportant son premier Oscar pour le film The Revenant du cinéaste Alejandro Iñárritu. Le réalisateur mexicain, lui, est sacré meilleur réalisateur pour la 2e année consécutive. Le film Spotlight a remporté l'Oscar du meilleur film, battant The Revenant, pourtant considéré comme favori. A rappelé que le film The Revenant sera projeté à la salle Ibn Khaldoun du 1er au 17 mars prochain, à raison de 2 séances par jour. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui l'a réalisé. Excellente soirée à tous.